Il existe un pays au cœur de l'Afrique centrale, souvent éclipsé par l'ombre de ses voisins, mais dont l'histoire résonne comme un écho puissant des douleurs du continent. Ce pays, c'est la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, un territoire de forêts profondes, de fleuves majestueux et de cicatrices profondes laissées par les chaînes de la colonisation, les coups d'État, les idéologies importées et les luttes fratricides. Mais avant la domination, avant la guerre et la politique, il y avait un peuple fier, enraciné dans une terre riche et stratégique. Des royaumes puissants y régnaient. Des routes commerciales reliaient l'intérieur du continent aux côtes atlantiques, bien avant que les Européens ne posent le pied sur ces terres. Puis un jour, des navires étrangers sont arrivés. Avec eux, la promesse du progrès, mais aussi la violence, l'exploitation et la domination. Ce fut le début d'un long cycle de rupture, de soumission, de rébellion et de résilience. Aujourd'hui, le Congo vit toujours debout, tantôt étouffé par les conflits internes, tantôt porté par la richesse de son sous-sol, tantôt inquiété par les dérives politiques, mais toujours là, fier, complexe, incompris. Dans ce documentaire, nous allons parcourir 10 chapitres essentiels de son histoire, du passé glorieux des royaumes anciens à la politique d'aujourd'hui, en passant par les souffrances de la colonisation et les espoirs trahis de l'indépendance. Préparez-vous à une immersion dans l'une des histoires les plus révélatrices de l'Afrique postcoloniale. Souhaitez-vous que je commence maintenant avec le chapitre 1, Racines anciennes et royaumes précoloniaux. Chapitre 1, Racines anciennes et royaumes précoloniaux. Bien avant que le mot Congo ne résonne dans les discours politiques ou ne soit gravé sur les cartes des puissances coloniales, cette terre vibrante abritait des royaumes florissants. Le sol que laissait son appel au jour 8 République du Congo-N a jamais été vide ni inactif. Il a toujours été habité par des peuples organisés, commerçants, spirituels, bâtisseurs de civilisation. Parmi eux, les Téké occupaient une place centrale. Ils avaient établi un royaume puissant, structuré, dirigé par un roi appelé le Makoko. Ce titre n'était pas qu'honorifique. Le Makoko dirigeait un système politique complexe, où les alliances, les mariages stratégiques et les échanges commerciaux dessinaient les contours d'une influence régionale solide. Leur capitale, Mbé, était un centre d'activité, de spiritualité et de pouvoir. Les fleuves, en particulier le majestueux fleuve Congo, n'étaient pas que des frontières naturelles. Ils étaient les artères du royaume, des voies de communication, de commerce et de culture. Grâce à eux, les peuples du Congo tissaient des liens avec les royaumes voisins, notamment le Congo, qui s'étendait jusqu'à l'Angola actuel. Ce dernier était lui aussi un empire organisé, avec des rois puissants, des diplomates et une diplomatie qui allait jusqu'à échanger avec les Portugais dès le XVe siècle. Ces sociétés n'étaient pas figées. Elles évoluaient, s'adaptaient, développaient des savoirs agricoles, des rituels religieux complexes, des systèmes de transmission du pouvoir et des formes d'éducation orale qui ont permis de faire vivre leur mémoire malgré les assauts du temps. Ce que l'histoire coloniale a souvent tenté de gommer, c'est cette richesse originelle. Ce n'étaient pas des peuples sans histoire ou acivilisés. C'étaient des nations fières, conscientes de leur identité et capables de résister. Et c'est cette force, cette organisation ancestrale qui rendra plus tard la conquête européenne aussi brutale, car il ne s'agissait pas de terres vierges, mais bien de royaumes dignes. Chapitre 2. L'arrivée des colons français et la soumission du territoire. La fin du XIXe siècle marque un tournant tragique pour les peuples du Congo. Tandis que l'Europe s'engouffre dans une frénésie impérialiste, les puissances coloniales se réunissent à Berlin en 1885 pour se partager l'Afrique comme un gâteau. Aucun Africain n'est invité à la table. Parmi les plus voraces, la France étend sa main vers les terres du Congo. Sous prétexte de civilisation et de progrès, les Français imposent une domination militaire rapide et brutale. En 1880, Pierre Savorgnan de Brazza, officier franco-italien, remonte le fleuve Congo et signe un traité controversé avec le roi Makoko des Téké. Ce document, dont les implications sont mal comprises par les chefs locaux, servira de justification à l'annexion du territoire par la France. Ainsi naît la colonie du Congo français. Mais cette conquête, vendue à l'opinion française comme pacifique,
cachent en réalité des violences innommables. Les villages sont pillés, les populations soumises, les récalcitrants éliminés. Le fleuve, autrefois symbole de vie, devient une route pour les soldats et les exploitants. Le régime colonial impose l'impôt, les travaux forcés et l'extraction systématique des ressources. Bois précieux, caoutchouc, huile de palme, tout est arraché à la terre congolaise pour enrichir la métropole, et ceux qui refusent de se soumettre sont punis sévèrement. Coups de fouet, enfermement, humiliation publique. Le travail forcé devient la règle, et des milliers de Congolais meurent d'épuisement, de malnutrition ou de maladies introduites par les colons. La structure traditionnelle des sociétés locales est démantelée. Les chefs sont remplacés par des intermédiaires choisis par l'administration coloniale. L'enseignement est réservé à une élite minoritaire et limité à l'instruction religieuse. L'objectif est clair, former des auxiliaires dociles plutôt que des citoyens éclairés. La dépossession n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. La colonisation tente d'effacer les langues, les croyances, les coutumes. Mais sous la surface, la résistance bouillonne. Une colère sourde grandit dans le cœur de ceux qui voient leur monde disparaître. Le peuple congolais, humilié mais debout, commence à rêver d'un avenir libéré. Chapitre 3. Exploitation coloniale et lutte silencieuse. À partir du début du XXe siècle, la colonie entre dans une ère d'exploitation industrielle. L'économie est centrée sur l'extraction de matières premières destinées à la France, et ce, au prix d'une souffrance humaine incommensurable. Le Congo devient l'un des piliers économiques de l'Afrique équatoriale française, AEF, une entité administrative imposée par Paris, regroupant plusieurs colonies sous un joug commun. Les grandes compagnies françaises s'enrichissent en exploitant des milliers de travailleurs congolais. Hommes, femmes, enfants sont réquisitionnés pour couper du bois, récolter du caoutchouc, extraire des minéraux. Les conditions sont abominables. Sous-alimentation, maladies, violence des contremaîtres. Le colonialisme industriel fonctionne comme un système esclavagiste modernisé, où le corps noir est une ressource jetable. Mais face à cette oppression, des formes de résistance silencieuses émergent. Certains fuient les chantiers forcés pour rejoindre les forêts et les marais, d'autres sabotent discrètement le travail ou s'organisent en communautés isolées. La religion chrétienne, introduite par les missionnaires, est souvent utilisée comme espace de regroupement et de réflexion. Des figures spirituelles charismatiques émergent et deviennent des leaders de contestation, comme le célèbre Simon Kimbangu au Congo voisin, dont l'influence déborde les frontières coloniales. L'éducation devient également un terrain de lutte. Les rares écoles disponibles forment une élite africaine qui commence à poser des questions interdites. Pourquoi sommes-nous inférieurs? Pourquoi devons-nous servir une nation étrangère? Cette prise de conscience intellectuelle va poser les premières pierres de l'indépendance future. Dans l'ombre des plantations et sous la menace des baïonnettes, un sentiment national commence à se former. Ce n'est pas encore un cri collectif, mais plutôt un murmure tenace, une idée contagieuse. Nous méritons mieux que ça. Le peuple du Congo, brisé mais pas vaincu, se prépare à entrer dans l'histoire moderne, avec une force insoupçonnée. Chapitre 4. La montée des nationalismes et le chemin vers l'indépendance. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde change. L'Europe, affaiblie par les conflits, ne peut plus ignorer les voix qui s'élèvent depuis ses colonies. Et en Afrique, une génération d'hommes et de femmes éduqués mais frustrés commence à s'organiser. Les idées d'émancipation, de dignité et de justice traversent les frontières coloniales. Le vent de l'indépendance commence à souffler. Au Congo, ces idées prennent racine à Brazzaville, la capitale de la colonie. C'est là que naît une nouvelle élite congolaise. Fonctionnaires, enseignants, commerçants, journalistes. Ils parlent français, mais rêvent d'un avenir africain. Ils connaissent les lois françaises, mais dénoncent leur application injuste. C'est dans cette atmosphère bouillonnante que se forment les premiers partis politiques et syndicats, malgré les efforts du pouvoir colonial pour les museler. En 1944, un événement symbolique se déroule. La conférence de Brazzaville organisée par le général de Gaulle. Officiellement, elle vise à réfléchir à l'avenir de l'Empire français. Officieusement, elle est une tentative pour apaiser les tensions sans céder l'essentiel. La conférence reconnaît certains droits aux colonisés, mais exclut catégoriquement toute idée d'indépendance. Pour les Congolais, c'est une provocation. Leur patience a des limites.
Les années 1950 voient l'émergence de figures politiques fortes. Parmi elles, l'abbé Fulbert Youlou, prêtre catholique devenu militant, prend une place centrale. Charismatique, intelligent et fin stratège, il comprend l'importance de la religion, de la culture et du langage dans la mobilisation populaire. Il fonde l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains, UDDIA, un parti qui gagne rapidement en popularité. Sous la pression des mouvements anticolonialistes, la France est contrainte de faire des concessions. En 1958, un référendum est organisé dans toutes les colonies africaines pour choisir entre elles d'autonomie dans la communauté française ou la rupture immédiate. Le Congo vote massivement pour l'autonomie, mais les dés sont déjà jetés. L'indépendance est inévitable. Et le 15 août 1960, après près d'un siècle de domination, la République du Congo accède enfin à l'indépendance. Fulbert Youlou devient le premier président. Les rues de Brazzaville explosent de joie. Les drapeaux tricolores sont remplacés par les couleurs nationales. Les chants résonnent jusque dans les villages les plus reculés. Le rêve est devenu réalité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Chapitre 5. Espoir brisé. Lutte de pouvoir et instabilité politique. L'indépendance, bien que célébrée comme une victoire, n'efface pas les cicatrices du passé. Dès les premiers mois de souveraineté, le jeune Congo doit faire face à une réalité cruelle. L'indépendance politique, naine, n'a pas été suivie d'une indépendance économique, ni d'une véritable souveraineté institutionnelle. Et dans ce vide laissé par les colons, les ambitions personnelles prennent le dessus. Le président Fulbert Youlou, autrefois acclamé, commence rapidement à concentrer les pouvoirs entre ses mains. Il favorise son ethnie, écarte les opposants, réprime les syndicats. En 1963, alors qu'il tente d'imposer un régime à parti unique, une grande révolte éclate à Brazzaville. La population descend dans la rue. Les étudiants, les ouvriers, les anciens combattants s'unissent contre le régime. C'est une insurrection populaire. L'armée ne soutient plus le président. Fulbert Youlou est contraint de démissionner. Il est remplacé par Alphonse Massamba Deba, un enseignant progressiste qui tente de redresser le pays sur des bases plus égalitaires. Il nationalise certaines industries, développe l'éducation et tente de unir les peuples du Congo autour d'un projet commun. Mais les tensions internes ne disparaissent pas. En 1968, un coup d'État militaire le renverse. C'est le début d'une longue période d'instabilité. Le colonel Marien Ngouabi prend le pouvoir et proclame la République populaire du Congo, adoptant un régime marxiste-léniniste. Inspiré par les modèles soviétiques et cubains, il restructure l'État autour d'un parti unique, le Parti congolais du travail, PCT. Le pays devient le premier en Afrique à se déclarer officiellement communiste. Mais ce virage idéologique ne résout pas les crises économiques, ni les rivalités ethniques et régionales. Pire encore, en 1977, Ngouabi est assassiné dans des circonstances mystérieuses, plongeant le pays dans une spirale de violence politique. En quelques années, plusieurs dirigeants se succèdent entre coups d'État, purges internes et assassinats. Le Congo, né dans l'espoir, est devenu un champ de bataille pour les ambitions de quelques-uns. Pendant ce temps, le peuple souffre. Les infrastructures se dégradent, les hôpitaux manquent de tout, l'école perd de son efficacité. Les élites politiques, souvent formées en France ou en URSS, sont déconnectées des réalités du peuple. Et l'ombre de la France continue de planer sur les décisions stratégiques du pays, notamment dans les domaines économiques et militaires. Ainsi, à peine 2 décennies après son indépendance, le Congo est déjà pris dans un cycle d'instabilité chronique, d'espérances déçues et de lutte de pouvoir acharnée. Le rêve de liberté s'éloigne, mais l'histoire continue, portée par une jeunesse qui, malgré tout, refuse d'abandonner. Chapitre 6. Le règne de Denis Sassou Nguesso, entre stabilité autoritaire et dépendances étrangères. Dans le chaos politique des années 1970, un nom commence à s'imposer, Denis Sassou Nguesso. Ancien militaire formé en Algérie, puis en France, il est proche du pouvoir depuis la période de Marien Ngouabi. Après l'assassinat de ce dernier, Sassou grimpe les échelons à une vitesse fulgurante. En 1979, il prend officiellement la tête du pays et devient président. Commence alors un règne long, complexe et controversé. Sous sa direction,
la République populaire du Congo reste officiellement marxiste, mais Sassou Nguesso sait manier les contradictions. D'un côté, il continue de parler de socialisme, de justice sociale, d'égalité. De l'autre, il commence à s'ouvrir discrètement au capitalisme, surtout dans le secteur pétrolier. C'est là que le pays joue son destin. Le pétrole devient axe central de l'I, économie congolaise. Et avec lui, les dépendances internationales s'intensifient. Les grandes entreprises étrangères, notamment françaises, s'implantent solidement dans le pays. Elf, devenu Total, établit un partenariat stratégique avec l'État. Une partie des recettes pétrolières sert à entretenir l'élite politique, acheter des armes, financer des projets de prestige, tandis que la majorité de la population reste dans une pauvreté extrême. Sassou Nguesso installe un régime autoritaire mais pragmatique. Il maîtrise l'armée, contrôle les médias, réprime les opposants, mais se montre habile à négocier avec les puissances étrangères. Il devient, en quelque sorte, un pion utile dans le jeu géopolitique de la France-Afrique. Tant qu'il assure la stabilité et permet l'accès aux ressources, les critiques internationales restent modérées. Dans les années 1980, le pays connaît une certaine stabilité, mais c'est une paix froide. Les libertés individuelles sont limitées, les syndicats muselés, et toute opposition réelle est considérée comme une menace. Le système repose sur un fragile équilibre entre clientélisme, contrôle militaire et rente pétrolière. Cependant, la chute de l'URSS en 1991 bouleverse les équilibres mondiaux. Le communisme perd sa légitimité et Sassou Nguesso Nsika autre choix que entamer une transition vers le multipartisme. Une conférence nationale est organisée. C'est un tournant. Le pouvoir s'ouvre, des opposants reviennent, une nouvelle constitution est adoptée. En 1992, des élections démocratiques sont organisées. Sassou Nguesso perd. Mais ce départ ne signifie pas la fin de son influence. En coulisses, il prépare déjà son retour. Le Congo, une fois encore, est à la veille d'un nouveau drame. Chapitre 7. La guerre civile de 1997 et le retour brutal à l'autoritarisme. Après la défaite de Denis Sassou Nguesso aux élections de 1992, Pascal Lissouba, un intellectuel, ancien ministre et opposant de longue date, devient président. Le pays entre dans une nouvelle ère, celle d'un Congo démocratique, libre, pluraliste. Mais les espoirs sont vite déçus. Derrière les discours d'unité, les fractures ethniques, politiques et économiques refont surface. Lissouba hérite d'un pays affaibli, divisé et rongé par la corruption. Il tente de réformer mais fait face à une opposition féroce. Le climat politique devient électrique. Chacun cherche à renforcer sa milice, à s'armer, à protéger son fief. Les tensions montent entre les partisans de Lissouba et ceux de Sassou Nguesso, qui n'ont jamais réellement quitté la scène politique. En 1997, tout bascule. Le 5 juin 1997, les troupes loyalistes de Lissouba attaquent la résidence de Sassou Nguesso à Brazzaville, accusés de préparer un coup d'État. La riposte est immédiate. Ce qui n'était qu'un affrontement politique devient une guerre civile brutale. Pendant des mois, les rues de la capitale se transforment en champs de bataille. Les milices, les ninjas, les cobras, les zoulous se livrent à des combats sanglants. Des milliers de civils fuient, des familles entières sont décimées. Brazzaville est à feu et à sang. Sassou Nguesso bénéficie du soutien de puissances étrangères, notamment l'Angola qui intervient militairement pour l'aider à reprendre le pouvoir. En octobre 1997, après une guerre qui aura fait des milliers de morts et ravagé les infrastructures du pays, Sassou Nguesso entre triomphalement à Brazzaville. Il reprend le pouvoir par la force. La démocratie congolaise vient de mourir dans les flammes. Ce retour marque le début d'une nouvelle ère d'autoritarisme renforcé. Sassou suspend la Constitution, dissout le Parlement, élimine les derniers bastions de résistance. Il se pose en garant de la stabilité, mais ses méthodes sont claires. La peur, la répression, la manipulation. Le pétrole continue de couler, les contrats avec les grandes compagnies internationales se multiplient, mais le peuple, lui, ne voit rien de cette richesse. L'économie est contrôlée par un cercle restreint. Les droits de l'homme sont régulièrement bafoués et l'opposition est soit réduite au silence, soit contrainte à l'exil. Et pourtant, malgré tout cela, Sassou Nguesso réussit à se maintenir. Il organise des élections, truquées selon plusieurs observateurs,
réécrit la constitution à sa convenance, écarte ses rivaux. À chaque crise, il trouve une solution pour rester au sommet. Il devient l'un des chefs d'État les plus anciens d'Afrique, toujours en place après plus de 40 ans de règne cumulé. Le Congo, sous son règne, est stable. Mais à quel prix? Le peuple souffre en silence, les jeunes fuient le pays, et la démocratie reste un rêve lointain. Chapitre 8. Le Congo au XXIe siècle. Stabilité apparente. Pauvreté réelle. Au début des années 2000, Denis Sassou Nguesso est confortablement installé au pouvoir. Il a repris les rênes par la force, consolidé son autorité, réprimé l'opposition et verrouillé les institutions. Pour beaucoup, la République du Congo est entrée dans une nouvelle phase, celle d'une stabilité politique de façade dissimulant une réalité économique et sociale bien plus sombre. Sur le papier, le pays est riche, très riche. Le Congo possède d'importantes réserves de pétrole, de gaz naturel, de bois, de minerais. Mais dans les faits, cette richesse ne profite qu'à une infime élite. Les revenus pétroliers, au lieu d'être investis dans les infrastructures, l'éducation ou la santé, sont siphonnés par un système opaque et corrompu. Le népotisme règne. Les proches du pouvoir obtiennent des marchés publics, contrôlent les grandes entreprises, vivent dans le luxe, pendant que la majorité de la population survit avec moins de 2 € par jour. Dans les quartiers pauvres de Brazzaville ou de Pointe-Noire, l'électricité est instable, l'eau potable rare et les routes impraticables. Les écoles manquent de moyens, les hôpitaux sont vétustes. En 2020, le Congo affiche l'un des niveaux de dette publique les plus élevés du continent, tandis que la pauvreté s'aggrave. Mais Sassou Nguesso ne faiblit pas. En 2002, puis en 2009, puis en 2016, il organise des élections. À chaque fois, il l'emporte haut la main, malgré les dénonciations de fraude massive, l'absence de transparence et la répression des opposants. En 2015, il fait modifier la Constitution pour supprimer la limite d'âge et de mandat présidentiel, ouvrant ainsi la voie à un pouvoir à vie. La liberté de la presse est réduite à néant. Les journalistes critiques sont emprisonnés, les médias indépendants fermés. Les réseaux sociaux sont surveillés, parfois bloqués pendant les élections. Les voix dissidentes sont réduites au silence. Dans ce climat, la peur devient une norme sociale. On apprend à se taire, à éviter les sujets sensibles, à fuir plutôt que dénoncer. Et pourtant, dans les discours officiels, tout va bien. Les projets grandioses sont annoncés. Zones économiques spéciales, autoroutes modernes, barrages hydroélectriques. Mais sur le terrain, peu de résultats concrets. Les élites voyagent en jet privé, envoient leurs enfants étudier à Paris ou à Pékin, pendant que le peuple reste enfermé dans une spirale de misère et de frustration. Au fil du temps, une nouvelle génération de Congolais naît sous ce régime figé. Une jeunesse qui n'a jamais connu autre chose que Sassou Nguesso au pouvoir, qui rêve d'ailleurs d'Europe, d'Amérique, d'un futur meilleur. Mais le passeport congolais est l'un des plus faibles du monde. Partir devient un luxe inaccessible. Dans ce pays aux richesses naturelles immenses, la vraie pauvreté est celle de l'espoir. L'espoir d'un changement, d'une justice, d'une alternance. Le Congo du XXIe siècle est un paradoxe, un pays riche mais appauvri par le pouvoir. Chapitre 9. Une jeunesse en colère, une diaspora active et l'espoir d'un nouveau départ. Face à cette situation étouffante, une force commence à émerger. La jeunesse congolaise. Fatiguée d'attendre, de subir, de rêver en silence, elle commence à s'organiser. Pas toujours dans les rues, trop risqué, mais à travers les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos en ligne, les podcasts engagés. Internet devient une arme de résistance. De Brazzaville à Pointe-Noire, mais aussi depuis la diaspora, en France, au Canada, en Belgique, les Congolais prennent la parole. Ils dénoncent la corruption, les injustices, les dérives du pouvoir. Ils réclament une vraie alternance, une justice sociale, des perspectives économiques. Des mouvements comme « Ras-le-bol, le Congo n'est pas à vendre » ou « Ça suffit » voient le jour. Le ton change, la peur commence à reculer. Mais le régime n'entend pas lâcher prise. Il continue d'arrêter les militants, de manipuler les élections, de bloquer les voix dissidentes. En mars 2021, Denis Sassou Nguesso est réélu une fois de plus, à plus de 88% des voix. Quelques jours plus tard, son principal opposant, Guy Brice Parfait Colelas, meurt subitement,
dans des circonstances floues, renforçant la méfiance envers le processus électoral. Malgré cela, le vent commence à tourner. La communauté internationale observe de plus en plus attentivement le Congo. Les institutions financières, fatiguées des impayés et de la mauvaise gestion, exigent plus de transparence. La pression monte sur le gouvernement pour qu'il lutte enfin contre la corruption. Mais dans les faits, le système reste figé, protégé par une armée fidèle et une classe politique verrouillée. Pourtant, l'espoir demeure. Il est dans ces jeunes qui créent des start-up malgré tout, dans ces femmes qui chaque jour tiennent debout leurs familles avec peu de moyens, dans ces intellectuels qui écrivent, qui pensent, qui refusent d'abandonner. L'avenir du Congo ne viendra pas d'un miracle, mais d'une prise de conscience collective. Le Congo d'aujourd'hui est un pays blessé, trahi par ses dirigeants, mais jamais résigné. Il est comme une braise encore rouge sous les cendres. Et si un jour le peuple congolais se lève réellement, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Chapitre 10. Le Congo de demain, le poids de elle. Histoire et la quête de renaissance. Le Congo n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui a connu la trahison dès ses premières heures de contact avec l'Europe. Un pays pillé, colonisé, brisé, puis relancé dans une indépendance volée, confisquée, recyclé au profit de nouveaux maîtres. Chaque fois qu'il a voulu se relever, on l'a ramené au sol, par la guerre, par la corruption, par les fausses promesses. Et pourtant, le Congo est toujours debout. Son peuple n'a pas disparu. Il a résisté, il a survécu, il a traversé l'esclavage, la colonisation, les dictatures, les guerres civiles, les famines. Il a vu ses enfants partir, mourir, être oubliés. Il a vu ses richesses extraites, ses forêts détruites, ses terres polluées. Mais il n'a jamais perdu son âme. Aujourd'hui, l'histoire appelle. Le monde change, l'Afrique bouge, les peuples se réveillent, les empires tombent, les dictateurs vieillissent, les consciences s'éveillent. Et dans ce mouvement, le Congo a une place à reprendre, pas en tant que victime, mais en tant que nation forte, consciente de son histoire, et prête à en écrire une nouvelle. Mais pour cela, il faut affronter les vérités. Reconnaître que le pays a été trahi, non seulement par les puissances étrangères, mais aussi par ses propres fils. Accepter que la richesse seule ne suffit pas, que sans justice, sans institutions solides, sans respect du peuple, il n'y aura pas de futur. Et surtout, il faut que la jeunesse prenne la parole. Pas pour demander la permission, mais pour imposer le changement. Ce changement ne viendra pas d'un seul homme. Il viendra de millions de voix, de petites actions, de décisions courageuses. Il viendra des mères qui éduquent, des jeunes qui refusent la haine, des travailleurs qui construisent malgré tout, des artistes qui racontent, des intellectuels qui dénoncent. Il viendra de la vérité, de la mémoire, du courage. Et peut-être qu'alors, le Congo ne sera plus ce pays qu'on cite pour parler de conflits, de pauvreté ou de corruption. Il deviendra un symbole, un exemple, un repère pour l'Afrique tout entière. Un pays qui a tout perdu mais qui a tout reconstruit. Tu viens de découvrir l'histoire intense, complexe, bouleversante de la République du Congo. Ce n'est pas simplement une chronique politique. C'est une leçon, une alerte, un miroir tendu à tous les peuples qui ont été dépossédés mais qui n'ont jamais cessé de rêver. Si cette vidéo t'a touché, fais entendre ta voix. Laisse un commentaire avec ta réflexion. Dis-nous ce que tu penses du futur du Congo. Et surtout, aide ce message à circuler, partage cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Parce que plus on est nombreux à comprendre, plus on sera capable de changer les choses. Tu peux aussi liker cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de monde. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, où l'on dit la vérité sans filtre, ce canal est pour toi. Ensemble, on construit une conscience. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour ton attention. Et n'oublie jamais, l'histoire ne nous écrase que si on l'oublie.